terminé, chers collègues. La parole est maintenant Monsieur Thierry Braillard pour le groupe 2 RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le rapport concernant le pacte de compétitivité pour l'industrie française qui a été rendu au Premier ministre le 5 novembre 2012 par Monsieur Louis Gallois avait été reçu de manière quasi unanime par notre Assemblée. Il soulignait de façon pertinente les insuffisances du dialogue social dans les causes structurelles des difficultés qu'affronte la France en matière de compétitivité. Dès lors, il devient évident aujourd'hui que la démocratie sociale, que les réponses négociées aux préoccupations du monde du travail sont pour notre majorité autant de priorités. Aussi, Monsieur le Ministre, les radicaux ont décidé de soutenir la transposition de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 dans le présent projet de loi sur la sécurisation de l'emploi, qu'ils voteront tout en défendant leurs amendements qui ne remettent pas en cause l'équilibre du texte. Parce que cela doit être l'occasion pour les entreprises de reprendre le chemin de la création d'activités et d'emplois. Parce que cela doit faciliter la relance de la croissance. Parce que cela doit sécuriser socialement les salariés tout au long de leur vie professionnelle. Souvenons-nous, nous devons à l'inspiration du Conseil national de la résistance, la mise en place de rapports sociaux qui ont lié l'amélioration de la condition des salariés et la mise en place d'une véritable législation du travail. N'est-ce pas en 1950 que la loi sur les conventions collectives a été adoptée, permettant la négociation des salaires et imposant le dialogue dans les différentes branches? N'est-ce pas en 68, le 26 mai 68, que avec les accords de Grenelle, l'acteur syndical est entré de plein pied dans l'entreprise? N'est-ce pas en 1982, avec les lois présentées par Jean Auroux, que j'ai eu le plaisir de saluer tout à l'heure et qui nous a fait l'honneur de sa présence ici, que de nouvelles relations de travail furent instaurées et les droits des travailleurs élargis? Ce qui nous est proposé aujourd'hui n'est donc pas nouveau. L'État a déjà admis par le passé que son rôle n'était pas d'imposer, mais plutôt d'œuvrer à la construction de compromis, quitte à légiférer ensuite sur les compromis pour leur donner tout le poids et la garantie de la loi. Ce n'est pas nouveau, mais c'est un contexte nouveau. En effet, ces dernières années, un climat de défiance s'est instauré entre le pouvoir et les différents syndicats. Je regrette vraiment, mes chers collègues de l'UMP, que M. Dor, Dominique, nous ait quittés, parce que j'aimerais que vous lui répétiez ces propos qui n'ont pas été cités au meeting de Lyon, mais dans un autre meeting à Villepinte, par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui, tout à l'heure, apparaissait comme le paragon de la démocratie sociale et qui, pourtant, avait montré à plusieurs reprises du dédain, voire même de l'adversité politique envers le monde social. Surtout qu'en février 2012, en pleine campagne des présidentielles, il confirmait qu'il aurait recours au référendum au fait que, je cite, et Monsieur le ministre, vous m'excuserez de citer l'ancien président de la République, les blocages auxquels j'ai été confronté venaient de certains syndicats qui ont intérêt à l'immobilisme, au conservatisme, par crainte d'un monde nouveau qui verrait diminuer leur influence. Voilà ce qu'était, sous l'ancienne mandature, la démocratie sociale. De l'autre côté, merci, le candidat François Hollande annonçait pour sa part qu'il souhaitait rétablir en France un véritable dialogue social. Une fois élu, il a d'abord concrétisé cet engagement dès le mois de juillet 2012, en réunissant alors la grande conférence sociale, en voulant à cette occasion rétablir un état d'esprit de confiance avec les acteurs sociaux, rétablir un état d'esprit de dialogue guidé par la conviction que les réformes les plus réussies sont les mieux préparées et les mieux concertées, et enfin rétablir un état d'esprit de responsabilité compte tenu du contexte économique et social actuel. Le président François Hollande a poursuivi dans cette voie
avec le Premier ministre et vous-même, Monsieur le ministre, en incitant les partenaires sociaux à trouver un accord sur la flexibilisation et la sécurisation de l'emploi. Fort de 4 mois de négociations, de concessions réciproques, d'efforts plus ou moins partagés, l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2013 est bien destiné à améliorer la compétitivité des entreprises tout en sécurisant les emplois et les parcours professionnels. Et c'est bien par la loi que ce texte est retranscrit, lui donnant toute la force nécessaire et l'imposant dans la hiérarchie des normes. Ainsi, de ce que M. Jean-François Copé interprétait lors du lancement de la grande conférence sociale comme être uniquement du cinéma, je répète les propos, la grande conférence sociale était uniquement du cinéma, force est de constater que le gouvernement a eu raison de faire confiance au dialogue social afin d'obtenir un accord exhaustif, globalement équilibré, qui apparaît gagnant-gagnant entre les parties signataires. Bien sûr, et je m'adresse à mes amis du JDR, vous le savez, les radicaux ont le sens de la conciliation et du dialogue. Et nous regrettons que 2 des 5 syndicats représentatifs des salariés n'aient pas adopté ce texte, prétextant une flexibilisation accrue sans contrepartie suffisante. Et nous entendons leurs remarques. Nous les entendons d'autant plus que notre groupe a déposé à l'automne dernier une proposition de loi initiée par notre collègue Jean-Noël Carpentier qui voulait étendre le pouvoir du juge saisi de la validité d'un plan de sauvegarde et de l'emploi en lui permettant d'apprécier, outre la régularité de la procédure, la cause économique réelle et sérieuse. Il est des exemples récents où des licenciements économiques collectifs ont été prononcés sur une motivation qui aurait mérité un contrôle du juge a priori et non pas a posteriori, comme c'est le cas dans le droit positif. C'est la raison pour laquelle l'article 13 du projet de loi est une réponse qui va quand même dans le bon sens. En effet, les partenaires sociaux ont souhaité créer 2 nouvelles voies pour fixer la procédure de licenciement et le contenu du plan de sauvegarde et de l'emploi par un accord majoritaire ou par un document unilatéral de l'employeur qui sera soumis à une homologation de l'administration. Car le constat est là. Notre pays a besoin de concilier le besoin de compétitivité de ses entreprises et la sécurisation de ses emplois. Notre pays a besoin de redresser la croissance et de réduire le chômage, de donner une meilleure visibilité aux chefs d'entreprise et de la sécurité aux salariés. L'accord retranscrit également dans l'article 5 du projet de loi, c'est la participation des salariés à la gouvernance des entreprises, puisque les conseils d'administration et de surveillance seront désormais ouverts aux salariés. C'est une évolution considérable qui permettra notamment de rééquilibrer le pouvoir dans l'entreprise entre le capital et le travail, car les salariés, et la loi le dit, auront voix délibérative. Ce projet de loi, c'est également la création de nouveaux droits pour les salariés. Et je m'adresse encore à mes collègues du groupe GDR. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux droits pour les salariés dans ce projet de loi. Oui, je vais vous les donner. J'attendais votre interpellation et je vais vous répondre. J'avais préparé cela. Ces nouveaux droits, c'est quoi? C'est les parcours professionnels avec la majoration employeur. Mais écoutez-moi, si vous dites non avant de m'entendre, vous ne pourrez pas savoir quels sont ces nouveaux droits. C'est la majoration de la cotisation employeur d'assurance chômage des contrats à durée déterminée, avec l'affirmation du CDI. C'est la création d'un droit à une période de mobilité volontaire sécurisée. C'est un meilleur encadrement du travail à temps partiel. Le rapporteur l'a très bien expliqué tout à l'heure. L'article 8, d'ailleurs, du projet met fin à ce qu'on appelait le temps partiel subi. Et il instaure une majoration des heures complémentaires. Si ça, ce n'est pas un nouveau droit pour les salariés, qu'est-ce qu'il faut? C'est une bonne chose. Mais dans le même temps, nous ne pouvons pas, et c'est ce que les radicaux pensent, nous ne pouvons pas nous satisfaire de la perte de 800 000 emplois industriels en ces 5 dernières années. Et une fois qu'on a dit que c'est à cause du bilan des années Sarkozy, le fait est là. Il faut donc encourager les entreprises françaises dans leur recherche de compétitivité. Ce projet de loi donne donc aux entreprises les moyens de s'adapter aux problèmes conjoncturels et de préserver l'emploi. C'est son article 12. Et le travail en commission a amené des précisions à rappeler que tout accord de ce type entrait bien dans le cadre légal protecteur existant. Il y a aussi la rationalisation des procédures prud'homales. Il y a aussi le travail saisonnier qu'il faut prendre en compte, Monsieur le Ministre, et vous étiez engagé
a constitué un groupe de travail sur la précarité des saisonniers et des plus réactifs et que nous souhaiterions, avec Mme Le Morton qui m'écoute toujours religieusement, que ce groupe de travail soit mis en place. Je ne sais pas si ce projet de loi doit être qualifié d'historique. En tout cas, c'est un texte équilibré qui nous apparaît totalement adapté à la situation sociale du pays. Ce sont les raisons de notre soutien, Monsieur le Ministre, avec la poursuite du dessein commun que Pierre Mendès France exprimait bien mieux que moi à cette tribune lors de son discours d'investiture il y a plus de 60 ans. Notre but est de refaire de la France une nation forte et prospère dont le progrès soit une promesse de justice et de bonheur à sa jeunesse impatiente. Je vous remercie.